Églantine, je peux rester debout? Mais tout à fait, vous faites comme vous voulez. Je suis un agité. Alors, allez-y. En tout cas, un grand merci de m'avoir invité à témoigner. Et donc, j'ai même préparé des notes, ce qui est rarissime chez moi. Je vous demanderai juste une chose, c'est de garder le micro sur votre menton. Sinon, voilà. Si vous êtes agité, on va perdre votre voix. Dites-moi. Donc, je vais vous parler de nos missions et de notre dimension humaine, en fait. Depuis 34 ans que je suis dans ce métier, j'ai acquis un certain nombre de convictions. J'ai été historiquement, en introduction, extrêmement marqué par la disparition de toutes les convictions et les valeurs qui, avec mon équipe, m'avaient permis de bâtir, dans les années 90, un leader européen de l'hospitalisation privée. On était parti, en fait, pour être leader mondial. Ça a disparu, après mon départ, dans un capitalisme court-termiste, un capitalisme réducteur, et par une indifférence, d'ailleurs, de nos gouvernements de l'époque sur la vitalité et la créativité de notre secteur de l'hospitalisation privée. C'est pour ça que quand je suis revenu pour la deuxième fois, et semble-t-il avec un certain succès, sur ce métier-là, je n'ai eu de cesse avec mon équipe de définir non seulement des convictions et des valeurs, ce qu'on a fait très très tôt, mais de les marquer dans le marbre, de les structurer pour leur donner de la force, pour qu'elles deviennent durables, et surtout pour qu'elles fédèrent les énergies, pour qu'elles puissent servir de cadre de référence sur l'action quotidienne. Donc il y en a 3 aspects, je vais y revenir très très vite. C'est bien sûr, vous le savez, c'est nos médecins. Nos médecins, c'est l'histoire de Vivalto. On l'a créé avec eux, pour eux. C'est notre entreprise, c'est l'entreprise à mission, et je vais vous faire un petit point très rapide de là où on est. Et puis c'est notre défi, et notre défi, vous le savez tous, c'est notre personnel, et notre pénurie de personnel. Donc sur ces 3 points, le premier, il est simple. Nos médecins, ils sont évidents, mademoiselle, si vous me permettez, ils font notre chiffre d'affaires et ils font la qualité des soins. Donc a priori, on a tout dit. Non, parce qu'en fait, il faut se souvenir de l'histoire. Notre secteur, il est né de médecins. Il est né de de cet enthousiasme de médecins entrepreneurs libéraux qui ont mis beaucoup d'énergie pour créer ce secteur, et on en a été les héritiers. Moi, j'ai dû acheter 100 ou 150 cliniques dans ma vie, vous voyez. Et il n'y a pas une seule fois où on n'a pas parlé de l'histoire. Il n'y a pas une seule fois où on n'a pas parlé de la motivation de faire. Et finalement, la nécessité de se pousser ou de se projeter sur le développement. J'en ai tiré une conviction, mais une conviction qui est au-delà de ce que vous pouvez penser, c'est que ce qui nous rassemble avec nos médecins est beaucoup plus fort que ce qui nous irrite ou ce qui nous oppose. C'est ce qu'on a appelé chez nous la gouvernance partagée. C'est une gouvernance partagée qu'on met à tous les niveaux de la structure. Ce n'est pas de la frime. On les met en tant qu'actionnaires. Vous savez, ils sont 700 actionnaires dans le groupe, ils seront 1000. Ils ont mis plus de 100 millions sur la table, ils se sont endettés pour ça. Ils vont en mettre plus pour la prochaine fois. Donc, on n'est pas dans un monde dans lequel on pipote. Ils sont au conseil d'administration, ils sont à égalité au conseil d'administration par rapport à mes investisseurs, si vous éliminez ma personne, qui est finalement l'arbitre, et ils décident de toutes les décisions stratégiques. Donc cette gouvernance partagée, elle s'exprime par le haut, mais elle s'exprime aussi par le bas. Et le bas, c'est finalement ce qu'on a appelé le comité de direction médicale. C'est une instance avec les représentants, c'est leurs instances à eux, de nos représentants médecins. On décide de tout ce qui fait mal, tout ce qui ne va pas, tous les emmerdes, tous les imprévus, toutes les difficultés et toute la programmation des investissements qu'on a à faire. Et c'est au fond ça le moteur. Le moteur, c'est de passer du temps à se parler pour se partager les problèmes et pour trouver des solutions ensemble. Et sur l'investissement, retenez juste une chose, c'est que notre métier, vous le savez, mais je vous le redis, c'est un métier d'abord d'investissement, c'est pas un métier de résultat économique. Ce que n'ont jamais compris beaucoup de gens, et même nos régnants, qui nous régulent sur nos dépenses, mais c'est notre capacité à investir dans un chemin qui fait un projet médical et un projet de développement que se fait la force de l'hospitalisation privée. Et j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de limite à l'investissement. Tout projet médical qui crée un développement médical, il a le droit à être financé, il a le droit à être créé. L'investissement, c'est le moteur de notre ressort d'alignement d'intérêts avec nos médecins et notre entreprise. Vous voyez, c'est la première brique du maçon. Je dis souvent que ce n'est pas au bas du mur, mais c'est en haut du mur qu'on voit le maçon. Donc la deuxième brique, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise à mission. Alors là, c'est pareil, c'est, je dirais, basique. Notre mission, c'est de soigner.
Donc c'est évident, vous l'avez dit. Hein. Donc on est par nature une entreprise à mission. Eh ben non, en réalité. Eh bien non, parce qu'il y a plusieurs façons d'écrire cette raison d'être. Nous, on l'a écrit il y a un an, ça a soulevé un enthousiasme vraiment, non seulement chez les administrateurs médecins, mais chez les administrateurs financiers et vis-à-vis du personnel. C'est quoi vraiment notre raison d'être? Et déjà là, on voit un peu les différences. On l'a écrit, vous verrez, elle fait 4 ou 5 lignes, mais c'est fondé avec un partenariat innovant avec les praticiens et un engagement fort des hommes et des femmes et des hommes, d'aujourd'hui. Notre mission au service de tous, parce que c'est une question que vous avez posée tout à l'heure. On est bien au service de tous, il n'y a pas de discrimination sur les patients, on n'est pas réservé qu'aux riches. Il n'y a pas que les dépassements d'honoraires, tout patient qui peut venir chez nous, il est traité. Il trouvera une façon d'être traité. C'est de soigner et d'accompagner, ce qui est un peu plus maintenant classico-classique, tous nos patients tout le long de leur parcours de soins et de leur vie. Et là, on définit déjà dans cette raison d'être la capacité de s'inscrire avec nos patients dans une relation après leur séjour hospitalier, dans une relation de suivi, de continuum et de confiance. Et effectivement, comme vous le disiez très très bien, la force de l'entreprise à mission, c'est de partir de cette raison d'être, de les transformer en engagement, de les transformer en indicateurs et de les rendre auditables. Donc là, on a pris 6 grands engagements. La nécessité, c'est de couvrir la totalité du champ de l'entreprise, dans toutes ses dimensions. Et si vous ne voulez pas le faire, il ne faut pas faire une entreprise à mission. Donc il y a bien sûr la gouvernance partagée, il y a bien sûr la prise en charge globale des territoires comme 2e engagement. Et ça, c'est pour répondre à cette incroyable prédominance technocratique des GHT du côté des ARS. Donc nous, on est une organisation privée qui avons des GHT privés et nous sommes capables de prendre en charge tous les patients sur le territoire. C'est bien sûr la qualité de vie au travail, je vais y revenir, qui est quand même le volet essentiel. 4e chose, c'est assurer la pérennité de l'entreprise. Quels sont les critères ? Quels sont les codes d'investissement et de gouvernance qui permettent la pérennité de l'entreprise? La 5e, c'est l'empreinte environnementale. J'en dirai très peu parce que je sais que Stéphane va en parler, mais c'est aussi une révolution qui est en marche. Et puis la 6e, c'est l'innovation. C'est l'innovation et la recherche pour nos patients, nos médecins et notre personnel. Voilà les 6 engagements qui sont déclinés en 24 objectifs. Donc 24 indicateurs, 24 pilotes. Dans les pilotes, c'est des binômes. Binôme cadre-médecin, binôme cadre-salarié. C'est un comité de mission dans lequel le président est indépendant. C'est un comité de mission qui rencontre directement aux actionnaires, qui ne passe pas dans la filière hiérarchique du management contraint, qui rencontre directement sur l'état d'avancement de cette entreprise à mission. Et là, vous commencez à cerner le côté engageant sur lequel, au fond, c'est pas de la frime. C'est pas de la com, c'est une capacité à fédérer les énergies pour améliorer tous les axes qu'on s'est auto-déterminés. Puisque ces indicateurs sont auto-déterminés à ce stade-là. Vous fixez des objectifs dans une concertation qui a dû prendre 1000 heures de concertation actuellement. On les a fixés et maintenant il faut les faire. On fait ce qu'on dit et on les montre. Voilà l'étape où on en est. Donc on est dans le déploiement. Donc là, c'est la 2e brique de mon mur. Hein. On va voir où est-ce qu'on en est dans 1 an ou 2. Hein. Mais on est parti avec un énorme enthousiasme. Ça permet d'affirmer, à mon avis, 4 choses. Une affirmation un peu politique. Nous sommes une entreprise à mission. Qu'est-ce qui nous différencie d'un service public hospitalier? Au fond, revenons sur cette anomalie ou cette tricherie, ou comme vous voulez, d'avoir réintroduit un service public hospitalier dans une loi récente. Voilà. Il y a au fond une affirmation capitaliste. Nous sommes une entreprise dont les résultats économiques nous permettent de fonctionner. La réussite économique, c'est une condition nécessaire. Ce n'est pas, excusez-moi, je suis matheux, ce n'est pas une condition suffisante. La réussite économique est une condition nécessaire, ce n'est pas une condition suffisante. Ce qui est suffisant, c'est d'être capable de remplir sa mission. Il va falloir conclure, en fait, mais je crois qu'on est convaincus. Voilà. Alors, je vais accélérer très, très vite. Le dernier sujet sur lequel je voulais terminer, c'est le sujet de notre personnel. C'est qu'au fond, cette démarche-là, elle nous a fait apparaître le fait qu'il fallait qu'on prenne soin de notre personnel. Ouais. On prend soin de nos patients, mais il faut prendre soin de notre personnel. Et prendre soin de notre personnel, essentiellement soignant, c'est un défi
Et Dieu sait si moi je leur dois tout, je dois tout au cadre de soins. Elles ont fait ma carrière, ces femmes. J'ai passé des journées, des heures, des nuits sur l'amélioration de l'organisation. En réalité, aujourd'hui, on a à faire face à un renversement complet dû à cette pénurie. Ce sont elles qui nous choisissent et ce n'est pas nous qui les choisissons. Oui. Il faut non seulement avoir ça en tête, mais il faut prendre soin d'elles. Donc ça veut dire qu'il faut redéfinir les conditions de travail. Il faut redéfinir avec les médecins une capacité d'écoute, ne plus leur parler comme avant, être capable de les écouter, de créer des univers de dialogue, de créer des univers de formation, de créer des univers d'évolution de carrière. Et là, il y a un champ entier, ce qui est chez nous ce qu'on appelle la marque employeur, mais je pense qu'au niveau du syndicat, on a aussi énormément de choses à faire pour devenir un syndicat employeur. C'est-à-dire prendre des initiatives fortes. On essaye de le faire, mais on est encore à des kilomètres de ce qu'il faudrait qu'on fasse en matière de formation, en matière d'école, en matière de diplôme, en matière de capacité à créer... On va en parler voilà. Dans peu de temps. Et donc, ma conclusion, c'est toujours une conclusion d'optimisme. C'est que l'innovation est tellement énorme dans notre métier qu'aujourd'hui, on est à l'aune d'une prise en charge globale des patients depuis la ville jusqu'à nos établissements. Et donc, il y a des filières entières, on a des outils qui existent maintenant. Et donc, au fond, ma conclusion, ça a toujours été la même, et elle nous concerne tous. C'est que notre succès, c'est comme l'horizon, c'est toujours plus loin. Et bien, allons-y ensemble. Merci beaucoup, Daniel Caille. Merci infiniment.